Non, temps commun, non, temps commun. Main dans la main, cœur sur la main, afin de chanter les lendemains. Et pour cette jeune militante, aussi rebelle que fascinante, je chante, oui je chante. Non, temps commun, non, temps commun. Main dans la main, cœur sur la main, afin de chanter les lendemains. Et pour cette belle militante, mais surtout pour cette militante, je chante, oui je chante. Merci tout le monde. On me dit dans l'oreillette que c'est l'heure de passer aux conférences. Donc je vous remercie pour cet accueil chaleureux et d'être venu ici ce soir pour participer au grand congrès, les rencontres nationales du pouvoir habitant. Applaudissez tout le monde, applaudissez-vous, merci. Cédric à la guitare. Rencontre nationale du pouvoir habitant. Est-ce que vous êtes content? L'argent n'a pas de patrie, l'écologie en a une. Celle des peuples qui partout doivent se défendre des puissances qui les détruisent. Nous sommes les partisans et les partisanes d'une écologie populaire. Nous sommes les bâtisseurs et les bâtisseuses d'un mouvement social, cohérent, organisé, nombreux, créatif, désobéissant, joyeux, comme vous. Demain, on commencera par une table ronde sur la réappropriation du pouvoir politique. Ensuite, il y aura une table ronde sur le pouvoir, la réappropriation matérielle, et puis ensuite sur les savoir-faire. Et pour terminer, il y aura une grande table ronde, notamment avec Fatima Wassak, Ombline Dagicourt, Daniel Obono, sur la réappropriation, enfin sur les femmes aux avant-postes du pouvoir habitant. Et en parallèle, du coup, de toutes ces tables rondes qui auront lieu dans cette salle, on aura dans toutes les petites salles autour des ateliers sur comment est-ce que la monnaie peut être un outil de transformation sociale, comment est-ce qu'on peut réquisitionner des terres agricoles, toutes les stratégies possibles et imaginables, ou encore comment est-ce qu'on peut, en tant qu'habitant, mener des contre-projets habitants face à ceux des promoteurs. Ou encore, Carmen vous en parlera tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut aussi lutter contre les promoteurs et reprendre les logements comme ils essayent de le faire à Berlin. Comme je disais, ça nous tient vraiment à cœur ce genre d'endroit. C'est pas que l'endroit ici est pas bien, mais le principe de la Maison du Peuple, c'est que c'est géré par ses occupants et par ses usagers. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup la donne, l'autogestion. Nous, on tient vraiment à ce concept. Et on pense que c'est vraiment une des voies qui permettra que les habitants des villes récupèrent du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, en s'autogérant collectivement sur un lieu, ça permet aussi d'agir concrètement sur plein de problématiques sur lesquelles on est confronté au quotidien. Pour un exemple, la Maison du Peuple a ouvert, on n'avait pas vocation à faire d'hébergement pour les personnes sans abri, à part celle du mouvement. La problématique nantaise avec le flux de migrants importants qui arrivent à Nantes et le flux de personnes importantes qui sont à la rue nous ont fait réfléchir à cette problématique et y répondre directement en offrant des places d'hébergement, en étant un lieu tampon pour les personnes à la rue le temps qu'elles puissent se reconstruire et avoir accès aux différents endroits auxquels elles ont droit. Voilà. Je suis désolé pour ce blanc, parler en premier c'était un peu compliqué. Nous, on tient juste à passer ce message-là qu'il faut vraiment que des initiatives comme la Maison du Peuple émergent un peu partout en France. Il y en a déjà pas mal, mais on tient à répandre la parole pour que les gens fassent une réplique chez eux, parce qu'on pense que c'est une des voies pour reprendre le pouvoir. Voilà. Merci. Et l'idée, c'est d'apporter un soutien aux habitants de quartiers populaires qui en font la demande. Par rapport à des projets au moins qu'on leur impose, et donc notamment tous les projets qui sont liés à l'ANRU, mais pas que, mais à la démolition des logements sociaux qui se font de manière complètement imposée, qui modifient radicalement le mode de vie et la vie des gens sans qu'on leur demande rien. Et donc il y en a qui s'y opposent, qui montent des collectifs, mais qui sont loin de connaître des avocats, des urbanistes, des archis, qui que ce soit. Et du coup, l'idée c'est de, par la rencontre, par l'échange, apporter un soutien qui soit militant, juridique, technique,
à ces collectifs-là. Donc c'est beaucoup en Ile-de-France, mais aussi ailleurs. Enfin, petite perso, je suis déjà venu de nombreuses fois à la Bottière, par exemple, à Nantes. Je suis nantais aussi de base. Et du coup, après des fois on a aussi des blocages au niveau local. Donc l'idée c'est de fédérer aussi avec d'autres associations sur le plan national, sur les questions de logement et quartiers populaires, pour proposer aussi d'autres lois, pour essayer d'avoir aussi un jeu institutionnel vis-à-vis parfois des partis politiques aussi, pour essayer de changer la loi, pour avoir plus de démocratie et que le pouvoir revienne aux gens. Enfin, on en reparlera demain, mais sur les questions de référendum, l'exemple de Berlin est pour nous un truc génial et qu'on chercherait aussi à mettre dans la loi avec d'autres collectifs. Enfin, il y a un peu tous ces trucs-là. Et donc voilà, donc, à partir de la demande habitante toujours, et l'idée c'est d'avoir cette montée en compétences pour que chacun se sente à même de discuter avec des élus, avec des techniciens, sur des projets où à la base il y a beaucoup de sigles et on n'y comprend rien, et que tout le monde puisse parler de projets urbains et avoir un impact sur la ville qu'il habite, quoi. Donc littéralement, Deutsche Wohnen est une des plus grosses sociétés immobilières de Berlin. Il y en a vraiment beaucoup qui se partagent le gâteau. Et il faut savoir qu'en tout, il y a 250 000 logements à Berlin qui sont la propriété de ces sociétés immobilières. Donc c'est vrai que c'est encore autre chose que des promoteurs parce qu'elles gardent les logements. D'ailleurs, en général, elles ne les font pas construire. Elles prennent des logements avec un bâti dégradé. Et elles les rénovent ou pas. Si elles les rénovent, elles font exploser les prix. Si elles ne les rénovent pas, elles les laissent dans un état insalubre. Mais en tout cas, elles ont 250 000 logements à Berlin. Et depuis environ 2017, cette association Deutsche Wohnen und Co. Enteignen veut les exproprier, littéralement, Enteignen. Et donc, précisément, que ces logements deviennent la propriété de l'État-région de Berlin. Et donc, on en reparlera demain. Mais voilà, c'est un collectif qui a essayé déjà de construire une parole juridique, parce qu'on s'appuie sur un article de la Constitution allemande qui dit qu'on peut exproprier dans certains cas. Donc voilà, il y a eu toute cette partie juridique de construire quelque chose qui est faisable. Et il y a eu surtout, enfin pas surtout, mais il y a eu aussi comment construire un engouement populaire et comment construire un fort mouvement, parce qu'on a abouti à un référendum fin septembre avec 1 million des Berlinois qui ont voté pour l'expropriation. Enfin en plus le mot expropriation c'est quand même un mot fort et ils ont voté oui. Et du coup ça a été vraiment rendu possible par une coordination avec des anciens mouvements de locataires, donc souvent à l'échelle d'un immeuble qui était la propriété d'une société immobilière et donc qui faisait payer des coûts cachés très forts. On va vous mettre du gardiennage, on voit pas le gardien mais on voit les coûts qui montent. Le pas de chauffage pendant tout l'hiver berlinois et compagnie. Et donc c'était des sortes de parcelles isolées qui protestaient. Et voilà, il y a eu cette action de Deutsche Wohnen und Co. Enteignen pour réunir tout le monde. Et puis aussi avec une question sur l'accessibilité, parce qu'on a travaillé en allemand évidemment, mais aussi en anglais, mais aussi en turc, en arabe, en russe, en polonais, avec vraiment un collectif qui était très plurilingue, et puis avec des affiches dans l'espace public, des flyers qui étaient dans toutes les langues représentées pour les personnes migrantes à Berlin. J'ai hâte de vivre avec vous ce week-end, parce qu'il va y avoir énormément d'échanges et d'ateliers qui vont, je l'espère, nous inspirer et renforcer les actions respectives qu'on a pour construire un pouvoir habitant et pour faire que nous soyons vraiment une force populaire qui se concrétise. Demain, il y aura à peu près une centaine de personnes qui viennent des 4 coins de la France, qui sont soit de mouvements municipalistes, soit de collectifs habitants qui essayent de se réapproprier des bases matérielles, des bases très concrètes de nos vies. Et donc, ça promet d'être très riche. En venant ce soir, je suis tombée sur une publicité immobilière. À Nantes, on a plein de publicités immobilières. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour celles et ceux qui viennent d'arriver dans cette ville. Et sur une de ces publicités immobilières, il y avait écrit « Habiter ou investir ». Vous voyez donc un très bel appartement, enfin plutôt vide et assez froid. Et donc on nous proposait habiter ou investir. J'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'en fait, cette publicité, elle semble illustrer de façon très crue le clivage qui est à l'œuvre ici à Nantes, mais aussi dans toutes les grandes villes de France et d'Europe. Les habitants et les habitantes contre les investisseurs. Les investisseurs et leurs alliés semblent s'approprier la ville, en faire une sorte de grand terrain de jeu assez lucratif,
sur laquelle ils peuvent déchaîner leur folie bâtisseuse et surtout faire des projets sans les gens, sans les habitants et toujours pour de potentiels habitants ou d'autres investisseurs. C'est comme ça qu'il y a 2 semaines, la Maison du Peuple a ouvert une nouvelle Maison du Peuple assez éphémère, mais qui était un bâtiment magnifique, pas très très loin d'ici, dans lequel il y avait 89 chambres. C'est un ancien foyer de jeunes travailleurs, et ces 89 chambres vont être détruites pour laisser la place à seulement 8 logements sur la même surface, donc 8 logements de luxe et quelques bureaux commerciaux. Face à ces investisseurs, il y a donc nous, les habitantes et les habitants, nous qui cherchons à habiter au sens plein du terme. Le sens plein du terme habiter, c'est façonner nos lieux de vie, y laisser des traces, prendre soin aussi de nos quartiers, prendre soin des liens qu'on y tisse, prendre soin de nos voisins, de nos voisines. Et pour parvenir à effectivement façonner nos lieux de vie, à les habiter au sens plein, en réalité, on doit lutter quasiment au quotidien contre des promoteurs et souvent des élus aussi, lorsqu'ils travaillent avec les promoteurs main dans la main, pour repousser leurs velléités destructrices et pour faire face à des projets dont on est bien souvent exclu. Et c'est bien là le clivage qui est à l'œuvre quand la Maison du Peuple se fait expulser manu militari, laissant plein de personnes à la rue, d'un espace où on va construire un énième centre commercial. Un énième centre commercial à Nantes, alors qu'il y a plein d'espaces commerciaux qui sont encore vides. Oui, bonsoir, c'est moi la voix dans le noir, Didier. Donc, je me posais une question, parce qu'on entend souvent parler du mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'ai participé à plusieurs trucs, donc Nuit debout sur la place de la République. On avait des médias qui venaient régulièrement nous voir en nous disant « Il faut que vous sortiez des têtes, des représentants, il faut que vous racontiez un récit pour qu'on puisse s'en emparer. » J'ai participé à un mouvement qui s'appelait Ma Voix, qui était pour les élections législatives en 2017. C'est pareil, on nous disait il faut des interviews, il faut des personnes clivantes, il faut vraiment que ça soit quelque chose de présent, un mouvement. Voilà. Et puis, sur les Gilets jaunes, moi je fais une assimilation un petit peu au commun. On ne parle pas de mouvement des communs, on parle de dynamique des communs. Et je me demande s'il ne faut pas plutôt voir les Gilets jaunes comme une dynamique. Donc il n'y a pas un début, une fin, c'est pas fini. C'est l'expression d'une colère peut-être. Et est-ce que c'est pas là où justement, souvent les Gilets jaunes se transforment en mouvement un peu municipaliste justement, enfin pas que d'ailleurs, mais on a vu ça à Commercy, à Nantes, Saint-Nazaire, etc. Je me demande s'il ne faut pas justement prendre un peu de recul et pas trop répertorier les actions. Déjà sur les Gilets jaunes, on parle des Gilets jaunes comme si c'était très extérieur, je pense qu'on était plein dans la salle ce soir à avoir été au rassemblement des Gilets jaunes et aussi pas mal à la Maison du Peuple du coup qui est à Nantes en tout cas, qui était la continuité qui est encore la continuité des Gilets jaunes. Donc effectivement, je trouve qu'il n'y a pas de fin, c'est un mouvement qui continue, mais il y a quand même des temps chauds et des temps un peu plus froids, si je puis dire ainsi, mais effectivement, je crois beaucoup de Gilets jaunes sont restés militantes et militants, et j'insiste aussi sur le militante, parce que si on regarde à Nantes par exemple, c'était même partout en France, c'est beaucoup des femmes qui ont fait émerger le mouvement des Gilets jaunes. C'est Priscilla Ludowski en région parisienne, mais si on regarde à Nantes, c'est une femme qui a lancé le premier rassemblement à Nantes et des femmes qui ont ensuite créé l'Assemblée des Gilets nantais, donc vraiment pour les Gilets jaunes qui étaient à Nantes. Et je crois que c'est un des seuls mouvements en France il y en avait quelques-uns, mais qui a créé vraiment une assemblée en dehors il y avait les ronds-points, mais là aussi une assemblée dans un espace chauffé, parce que normalement c'est quand même froid, dans un espace donc au Breil. Tous les mercredis, il y avait des assemblées où ces femmes-là ont pris aussi en charge l'animation des assemblées, donc aussi un apprentissage collectif de comment est-ce qu'on se parle collectivement et comment est-ce qu'on s'organise. Et après, c'est des gens qui sont allés à l'Assemblée des Assemblées qui avait été lancée, il me semble, d'abord par
par Commercy. Et donc effectivement tout ça, entre Nuit debout, les Gilets jaunes, à chaque fois on a l'impression qu'il y a des nouveaux temps de mobilisation et des nouvelles personnes qui se mobilisent. Donc on est en train d'étendre le nombre de personnes qui se mobilisent au moins une fois pour une question sociale et souvent écologique et sociale. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement de plus en plus nombreuses et nombreux. Est-ce qu'on a le temps, c'est un peu la question de la dernière question, et si on n'a pas le temps de faire ces mobilisations-là, et si on n'a pas le temps de construire ce qu'on essaie de construire, c'est quoi l'option en fait? Parce que moi je sais, j'entends toujours dans les milieux militants, oui, on est trop divisés, on fait plein de mobilisations, et ça sert à rien, il faudrait qu'on aille tous et toutes en même temps dans la rue pour revendiquer la même chose. Mais force est de constater que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et par ailleurs, toutes les manifestations des Gilets jaunes, les manifestations de la loi travail, pour moi, c'est que la face émergée de l'iceberg. Après, il faut construire bien d'autres choses. Parce que est-ce qu'on va réussir à prendre le pouvoir juste par l'insurrection et juste par la rue? Peut-être que ça sera l'espèce d'étincelle qui permettra un basculement. Mais pour qu'il y ait un basculement, il faut construire des bases à ça, donc ça veut dire reconstruire des collectifs, parce qu'aujourd'hui notre plus grande faiblesse, c'est bien d'être dans une société hyper atomisée où on se sent très impuissant et impuissante individuellement, parce qu'on n'appartient pas à des collectifs, on n'appartient à aucune communauté. Et donc il y a bien cette nécessité de recréer des collectifs qui ensuite vont nous amener à faire d'autres choses. Et je pense aussi que ça doit passer par la construction de bases matérielles qui effectivement nous permettent d'inventer de nouveaux modes de vie ou de répondre à nos besoins fondamentaux. Donc je pense que la révolution, c'est pas juste un petit moment ou une insurrection, ça passe par une construction beaucoup plus longue dans le temps et dans l'espace, et que c'est ça qu'on doit construire, et que je pense qu'il y a plein de gens qui le construisent un peu partout. Peut-être qu'en fait on pourrait gagner en s'organisant davantage collectivement et en se renforçant mutuellement, mais il faut aussi voir la force qu'on a, et après essayer de toujours gagner en puissance, parce qu'effectivement on est encore loin du compte. Mais on est à la fois très faible, je trouve, mais à la fois aussi très très fort, et il faut aussi qu'on s'en rende compte, parce qu'on est tout le temps en train de se bâcher nous-mêmes, et du coup de saper aussi notre force, je pense. Elle était effectivement très présente dans le mouvement des Gilets jaunes, disons, globalement parlant, ça sur toute la France. C'était variable suivant les endroits, mais si on prend la moyenne française, elles étaient effectivement très présentes. Sur les procédures, je pense qu'il faudrait détailler un tout petit peu. J'ai entendu appétence pour l'informatique, je suis supposant un peu ce que c'est, mais il faudrait détailler un petit peu plus. Révolution douce et violente. Je ne sais pas s'il faut complètement opposer les deux, à savoir que inventer des nouveaux modes de vie, c'est quelque part se faire du bien à soi-même, d'une certaine manière, puisque c'est des modes de vie qui vont nous convenir collectivement davantage. Et je ne parle pas ici de mode de vie, quand je dis mode de vie, c'est des modes de vie, c'est forcément collectif un mode de vie, hein. C'est un nombre important de personnes qui vivent d'une certaine manière. C'est pas moi, le riche, je me suis acheté une île tranquille où je peux me mettre à l'abri du reste du monde. C'est pas ça les modes de vie, hein. Les modes de vie, c'est forcément collectif. Donc c'est quelque part se faire du bien à soi-même. Ce qu'il y a, c'est que pour les mettre en place, les modes de vie cosmopolitiques qui permettent à tout le monde de vivre, comme disait Gandhi, de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre, tous ces modes de vie, ils se rencontrent une opposition. C'est-à-dire que les supermarchés, les centres commerciaux, comme tu disais, ils veulent d'abord vendre des voitures électriques. Donc vous allez me dire, je suis obsédé avec ma voiture électrique, mais ça peut être Zara, ça peut être, on connaît tous les grandes marques globalisées qui ont envie de rentabiliser les investissements, etc. Bon, donc, ils vont essayer d'orienter les réfractaires pour qu'ils rentrent dans le rang.
Et à un certain moment, réorienter les réfractaires, ça passe par, si les réfractaires manifestent trop bruyamment qu'ils sont réfractaires, on leur envoie les CRS. Ça passe par là. Mais comme je vous disais, donc une révolution d'ampleur passe toujours par une certaine forme de conflictualité très élevée, qui peut être très très élevée. Est-ce que c'est pour autant la violence, comme ça a été dit? Ça dépend, c'est-à-dire que il y a des révolutions qui sont passées avec un degré relativement faible de violence, tout en ayant un niveau de conflictualité relativement élevé, parce que, en grande partie, parce que les forces de l'ordre sont passées du côté des révolutionnaires, en fait. Et les révolutions, je vous dis encore une fois, les révolutions qui ont réussi, c'est celles qui ont réussi à se mettre les forces de l'ordre de leur côté. Et ce qui était intéressant du côté des Gilets jaunes, et je l'ai vu presque de manière systématique à Paris, c'est que les manifestants cherchaient à retourner les forces de l'ordre de manière systématique. Je ne sais pas si ça s'est passé ici. Comment? Ah non, moi j'ai suivi pratiquement 6 mois, et en dépit des débordements des forces policières, c'était plutôt la police d'ailleurs que la gendarmerie, en dépit de la répression, il y avait une espèce de... S'il y a de la répression, c'est qu'il y a des ordres. S'il y a des ordres, ça vient de l'État, ça vient pas de vous. À un certain moment, il faut que vous compreniez que les ordres que vous avez ne sont pas les bons, et il faut que vous vous désolidarisez. Et ça, c'est quand même revenu de manière très insistante. Et je pense qu'il y a une espèce de bon sens populaire, là, pour le coup, où, moi j'ai entendu, j'y étais, hein, j'ai écouté, et j'entendais une dame, un travailleur, pas loin de la retraite, dire, mais la dame disait au CRS, mais t'as l'âge de mon fils, qu'est-ce que tu fous là? Viens avec nous. C'était comme ça, les interpellations. Et on voyait le CRS qui était là, pas à l'aise quand même, pas à l'aise. Les flics, c'est autre chose, eux, ils étaient quand même très cons. Mais les CRS, la gendarmerie, on sentait qu'ils écoutaient, mine de rien, et que parfois c'était un peu tangent quand même. Et je pense qu'au-dessus, ils s'en sont un petit peu rendus compte, et ils ont voulu éviter justement, comme ils font dans les guerres, éviter que les ennemis fraternisent entre eux pour que, voilà, que les états-majors aient suffisamment de boucherie à la fin, quoi. Donc voilà, on a eu cette problématique-là. Après, vite, lentement. Je sais pas, moi j'ai du mal avec cette question-là, parce que est-ce qu'on a le temps? Ça reste, c'est un peu ce que tu disais, j'ai l'impression, c'est une question abstraite d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on regarde, est-ce qu'on va assez vite ou est-ce qu'on va pas assez vite? En fait, quand on est dans l'action et qu'on se dit, bon, est-ce que j'ai fait suffisamment dans ma journée pour faire avancer le schmilblick, on ne peut pas faire plus d'une certaine manière. Ou alors on n'a pas bien fait, on se dit zut, il faut que je recommence, ou je me mets en question. Mais plus vite ou plus lentement, quelque part, ça ne nous appartient pas. C'est le flux collectif qui fait qu'à un certain moment ça va s'accélérer ou ça va lentement, et on peut pas, enfin c'est pas à notre portée de maîtriser en fait ça. Ce qu'on peut maîtriser, c'est ce qu'on fait nous. Hein, c'est ce que disait Épictète. Il y a ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, c'est ce que je fais dans ma journée. C'est si vous êtes là, si votre voisin est là, il s'implique et tout. Puis il y a ce qui dépend pas de moi. Ce qui dépend pas de moi, c'est ce que tu fais toi, ce que vous faites vous, ce que les autres font. Ça dépend pas entièrement de moi. Ça dépend un petit peu de moi, mais je vais pas, je suis pas Dieu, quoi. J'ai pas un pouvoir sur l'écoulement du monde, sur l'action qui se passe dans le monde. Donc c'est vrai que quand on écoute la COP26, on se dit ouais, bof, effectivement, on va pas assez vite, ou quand on voit les milliardaires qui s'enrichissent, encore des millionnaires, et Macron qui nous dit il faut être tous millionnaires, milliardaires, c'est cool. Non, c'est pas cool, non. Donc on se dit on va pas assez vite, et en même temps, plus on se dit on va pas assez vite, et plus on désespère. Le seul effet, en fait, c'est un peu de désespérer, j'ai l'impression. Ça a un effet sur le moral, mais ça n'a pas un effet sur la réalité de se dire on va vite ou lentement, quelque part. Après, si on revient dans le dialogue et tout, quand on parle à son voisin, quand on parle, bah oui, on va lui dire, écoute, non, c'est une urgence, là, tu vois, les gaz à effet de serre, ça va pas, les milliardaires, ça va pas, et c'est maintenant tout de suite. Voilà, enfin, je sais pas, j'ai toujours un peu de mal avec cette question de vite, lentement. J'y pense régulièrement, et en même temps,
je ne sais pas comment faire, et donc, du coup, à un moment, je me dis, ça me parasite un peu pour rien, en fait, cette question-là. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Je voulais juste dire que, du coup, parce que ces questions-là vont être pas mal abordées demain, parce qu'il y a une première table. Puis du pouvoir habitant matériel et du pouvoir habitant autour des savoirs, et enfin une très belle table ronde avec ils vont aussi retomber en fait sur cette opposition entre gouvernants et gouvernés. C'est aussi ce qui a pu se passer à Barcelone. Ils vont se professionnaliser, ils vont être pris dans l'inertie justement de cette institution de type souverain. C'est pour ça aussi que l'idée que vous mettez en avant de pouvoir habitant me semble extrêmement importante. Vous ne parlez pas de citoyens, vous parlez d'habitants, c'est-à-dire ce qui est lié aux conditions de la vie sociale. Il est quand même plus facilement dépassable dans les villes, en partie parce que, comme je disais tout à l'heure, faire de la politique avec ses voisins, parler de ce qui se passe au coin de la rue, c'est nos écoles, c'est nos rues, on les connaît mieux que quiconque. Accéder à des postes d'élus via la démocratie, enfin via le système représentatif. Et peut-être comment en fait on peut partir d'une société fracturée et où il y a assez peu de liens sociaux, où les liens sont plus distendus. Et malgré tout, en fait, peut-être s'appuyer quand même sur des communautés existantes, voire les produire. Parce que j'ai aussi l'impression, peut-être je vais s'arrêter là-dessus, mais que cet habitant dont on parle, ces habitantes qui sont implantées dans leur ville, qui sont intéressées à ce qui se passe autour d'elles et eux, et qui finalement agissent, ont des liens, etc. Finalement, cet habitant-là, est-ce qu'il existe vraiment et est-ce que c'est pas aussi notre rôle de le produire et de produire justement des êtres actifs qui, en fait, en participant à ce qui est proposé, en fait, vont se produire. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir aussi sur peut-être les dynamiques qui se lancent et ce que vous avez observé là-dessus, sur peut-être la production d'une nouvelle société, juste par aussi ce lien qui se crée. Alors, il y a... J'imagine que pour le coup, la notion d'échelle là peut avoir un sens. Pour le coup, nous, l'une des difficultés qu'on a, par exemple, c'est que on est ce qu'on peut appeler un petit peu de ville-dortoir, c'est-à-dire que les habitants de la crèche, majoritairement, travaillent à Niort, puisqu'on n'est pas très loin, et du coup, ne vont pas forcément faire leurs courses à la crèche, ne vont pas forcément vivre leur vie culturelle à la crèche ou même sur le territoire, puisque nous on appartient à la communauté de communes de Saint-Mexan qui est donc de l'autre côté de Niort, et que les habitants vont plutôt chercher leur vie culturelle, etc. à Niort. Donc on a un vrai enjeu à repenser justement comment réancrer l'habitant dans son territoire. Pourquoi est-ce qu'il aura envie de s'ancrer dans son territoire? Et sur ce coup-là, le confinement a été un vrai cadeau, puisque à ce moment-là, on était donc juste après les élections, ou des élections qui ont quand même beaucoup parlé, ou en tout cas à la crèche, j'imagine un peu partout, qui ont beaucoup parlé d'écologie et de territoire et de résilience et de choses comme ça. Et le confinement a permis aux habitants de justement retester ça. Du coup, aujourd'hui, on sent qu'il y a cet élan à base de reconquérir au moins son alimentation au niveau local. Et on va surfer là-dessus et on va proposer, on va trouver le moyen de proposer aux habitants de se réapproprier les outils de production et du coup les outils de distribution locaux, vraiment ultra locaux. Donc ça peut être un premier travail. Rapidement, effectivement, dans les grandes villes, il y a un contexte
particulier qui est que je pense vraiment pour le coup les gens s'intéressent peu à la politique entre les deux échéances. Parce qu'il y a peu de gens qui lisent la presse locale, on est dans une ville en plus très étudiante, beaucoup de gens de passage qui partent finalement après leurs études, donc c'est très compliqué de garder une base de gens au final très investis, fins connaisseurs, qui ont en tête l'historique politique de la ville. Donc ça c'est tout le rôle aussi des mouvements pour moi municipalistes, c'est d'arriver à être aussi notre propre média entre guillemets, via les réseaux sociaux. Nous on a lancé aussi un journal, Le Pied Dedans, qu'on distribue pour raconter justement tout ce qui se passe dans les villes, montrer à quel point c'est très politique et montrer à quel point ça concerne en fait tout le monde, quoi. Donc ça c'est un gros enjeu, d'où l'intérêt aussi effectivement d'être très présent dans les quartiers. Donc nous on a beaucoup fait, nous sommes aussi d'être présents sur les places des quartiers, parce que c'est là où les gens passent, c'est là où les gens s'arrêtent plus facilement et ils peuvent prendre 15 minutes pour débattre un peu. Il y a aussi le fait d'être présent dans les réseaux entre guillemets, tout ce qui est conseil de quartier, comité. C'est là aussi on rencontre ceux qui parfois sont là depuis plus longtemps et qui ont connu historique et qui sont intéressés aussi à produire des propositions. Donc il y a tout ce travail à faire et moi je dirais que j'ai l'impression que depuis que je fais de la politique à Montpellier de 3-4 ans, j'ai jamais rencontré des gens aussi différents que si j'en faisais pas, quoi. C'est là où on est, moi, en plus en tant qu'élu, forcément on travaille avec les agents, les syndicats, avec les associations, on est du coup de fait confrontés dans tous les quartiers avec des portes d'entrée, parce qu'aussi les gens nous sollicitent parce qu'ils ont envie d'accès à l'information, ils ont envie de comprendre. Par exemple, on a plusieurs collectifs d'habitants qui s'opposent à des grands projets immobiliers. Et du coup, ils sont un peu démunis. Comment on s'y prend, par où on commence, comprendre le PLUI. Et donc ça, c'est le rôle aussi pour moi de ceux qui montent des mouvements municipalistes, c'est d'être ce centre de ressources un peu entre guillemets, je ne saurais pas trop comment dire. Alors, est-ce qu'on peut produire des habitants et des habitantes? C'est vrai qu'on est régulièrement inscrit. La société fait que on est souvent dans une posture de consommateur et qu'en fait on se sent pas écouté. Donc très rapidement, le risque c'est que, et moi je pense l'avoir connu aussi personnellement, c'est de s'inscrire dans une certaine passivité et que le fait qu'on puisse décider ensemble devient une utopie et quelque chose qui est une forme d'idéal. Et moi je pense que c'est pas une utopie, que c'est possible, mais en tout cas que si c'est une utopie joyeuse qu'il faut aller chercher. Ça me semble même en fait indispensable par rapport au monde tel qu'il est en train de devenir et avec à ce qu'on va devoir affronter dans les années à venir. Je pense que notre travail, c'est pas de faire à la place d'eux, ça c'est hyper important, mais d'aller chercher l'habitante ou l'habitant qu'il y a en chacun d'entre nous, la personne qui est capable de penser, qui est capable d'agir, d'avoir un avis et qui a envie de donner, peu importe son origine, son bagage culturel, ou je sais pas, on vit toutes et tous un quotidien dans nos campagnes et dans nos villes, et on est quelque part des experts et des expertes de ce quotidien. Une des questions par rapport à ça qu'on nous rétorque, c'est oui mais j'ai pas le temps, oui mais j'ai un travail à côté, oui mais je sais pas quoi dire. Et c'est vrai que tout l'enjeu c'est les conditions de subsistance, c'est faire en sorte que pouvoir décider de ce qui se passe autour de moi, finalement ça me coûte pas, que j'y aille de manière un peu joyeuse et que en fait ça s'intègre dans mon quotidien, voir que quelque part quand j'y vais, et c'est ce qu'on essaye de créer finalement à l'échelle de notre en commun, c'est que la communauté peut pourvoir potentiellement une partie des besoins des personnes qui la constituent. Et comme ça on gomme cette problématique du temps et du coût qu'on peut potentiellement y associer. Non, je voulais simplement rebondir sur ce que tu avais dit sur le confédéralisme et l'importance aussi, en fin de compte, de ces rencontres, c'est-à-dire aussi des liens qu'il y a entre les différentes expériences municipalistes, parce que il y a quand même évidemment cette différence d'échelon entre la politique nationale et la politique locale qui fait que la politique locale est quand même pendant une bonne partie du temps mise entre parenthèses par la politique nationale. Et de ce point de vue-là, il me semble important que ces expériences nouent des liens. Tu l'as dit, il y a
Il y a des sujets qu'une municipalité peut traiter, enfin vous l'avez dit, locaux, les déchets par exemple, mais il y a d'autres sujets pour lesquels il faut des services publics à une autre échelle, régionale par exemple, et de ce point de vue-là, que les expériences municipalistes tissent des liens, définissent éventuellement des programmes communs sur certains aspects qui vont au-delà de la municipalité, ça me semble très important pour non seulement pour les prochaines échéances municipales, mais même dans la période qui arrive, pour montrer qu'en fin de compte, le pouvoir local et cette vision différente de la démocratie, c'est une vision d'ensemble. C'est une vision d'ensemble, c'est une autre idée de la nation, voilà, soit d'une confédération démocratique, soit d'un État plus démocratique en tout cas, ou d'une démocratisation de l'État, mais continuer d'avoir finalement un discours là-dessus, ça me semble très important, et ça passe par ces liens confédéraux entre les expériences. C'est intéressant. Ça c'est Martin Winter. C'est dans une culture très anglo-saxonne aussi, le leadership, quelque chose de très important dans les collectifs et qui n'est pas forcément vu de la même manière en France. Très important. Moi j'aimerais bien aborder une question qui je pense intéressera d'autres personnes ici dans la pièce. Je me pose la question de ce qu'on peut faire nous. Oui, deux questions. La première, c'est du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu quand même sur la partie contre-projet, comment ça marche? On parlait quand même de dessin, de support, quelques éléments. Et deuxièmement, nous sur le projet de En Rue à Montpellier, c'est du coup Souzac avec une société d'aménagement qui est un peu le bras opérationnel de la métropole sur ce projet. Et c'est vrai que, est-ce que tu as des billes sur comment tu démantèles les arguments du type, bah de toute façon là, il faut vraiment le faire ce projet, on a trop. Alors ça fait 50 ans qu'ils ont organisé la ghettoisation de ce quartier, mais là il faudrait vraiment se dépêcher sur la question du timing et de. Est-ce que des fois ça t'arrive d'avoir des habitants divisés aussi entre ceux qui voudraient repenser le projet quitte à le ralentir et ceux qui disent faut le faire les gars, on peut plus, enfin ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Et après, du coup, par rapport à ta dernière remarque que tu as dit, là, ça pose quand même le sujet pour nous, mouvements politiques, qui voulons peut-être venir en appui. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette crainte-là? Moi, je ne parlerai pas que tout le temps, même si le titre c'est contre-projet, c'est plutôt les alternatives qu'on peut, qu'on peut avoir ou mettre en place face à une situation. Déjà, on commence par la compréhension du projet, en fait. Comme disait Maxime, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Parce que si c'est un prospectus qu'on a mis dans votre boîte aux lettres et qu'après vous voyez que les travaux commencent, il n'y a pas vraiment de... On fait des ateliers un peu de communication avec des maquettes pour montrer aux gens, bah tiens, vous habitez là, tiens, ça va être, c'est ça qui va être fait, donc ils comprennent déjà ce qui se passe. Et après, par rapport au type de projet où est-ce qu'on se situe, y a des fois, moi j'ai parlé des francs-moisins ou même, je pense que ça peut arriver sur d'autres quartiers, il y a des gens qui veulent partir, il y a des gens qui veulent rester. Et c'est quoi, comment ils veulent partir. Donc il y a aussi des fois l'élaboration d'une charte de relogement, parce que c'est pas que les bailleurs ou la municipalité qui a la prérogative. En tout cas, les habitants peuvent aussi proposer une charte de relogement. Donc l'ASSO accompagne à la rédaction des chartes de relogement. Donc si un relogement voulait être logé ou sur le site en lui-même, dans le centre-ville ou plus loin, voilà. Il y a aussi des demandes que les habitants peuvent mettre des prérogatives ou des demandes, des conditions sur leur relogement. Il y a aussi l'histoire des loyers, je crois. En tout cas, c'est encore de données. Et après, s'il y a aussi une volonté de faire un projet alternatif,
ou une contre-proposition, ou il y a d'autres solutions. En tout cas, sachant que des fois dans l'équipe, il y a des archives ou des urbanistes, on voit par rapport aux connaissances de chacun, s'il y a besoin de montrer que le projet il est incohérent et qu'on peut le faire différemment. On fait des ateliers aussi avec les habitants pour voir s'il y a des besoins ou s'il y a une route qu'elle est droite et finalement possiblement il n'y a pas besoin d'en avoir une en fait, ou sinon elle peut être déviée et ça empêche la démolition d'un bâtiment ou d'une place. Voilà, on travaille avec eux, on expose et on essaye de présenter aussi, tu me reprends si je... Moi, j'essaie de rester concentré aussi sur les questions. Et de proposer aussi, de montrer qu'il y a des alternatives. Sur la question de les habitants, ils sont pas tous d'accord, c'est clair, tout le temps. On a pas deux qui pensent la même chose. Et non, ce serait bizarre. C'est clair. Non, mais souvent, quand on entend les institutions dans l'ordre de com, c'est on a fait un atelier, les habitants pensent ça, quoi. Enfin, ce qui est un peu non. Et qu'il y a beaucoup cette tension de non, mais là, le quartier il est trop pourri, et cette tension entre défendre un quartier que, en fait, dès que tu as les moyens, tu le quittes. C'est toujours un peu tendu. Et en même temps, on défend aussi le logement social, quoi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Donc, on continue, et en fait, il y a des gens qui se battent aussi souvent pour leurs parents là-dessus. En fait, nos parents, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils ne vont pas bouger. S'ils bougent, on les tue, quoi. Enfin, c'est comme ça, souvent. Enfin, c'est hyper violent, en fait, comme processus d'éviction. Et du coup, on se rattache à ça, mais c'est vrai que quand tu fais des ateliers et que tu as des voix contraires qui arrivent en mode de toute façon, il faut détruire, c'est chiant, quoi. Et en même temps, tu les comprends, enfin, ces gens-là, des fois, il y a des qui avec les rats, donc ils vont profiter du relogement. Et sur les éléments de méthode, nous, en fait, il y a un peu deux manières de faire contre le projet. De par les liens qu'on a avec l'université, notamment beaucoup d'écoles d'archi, on envoie régulièrement des étudiants, par groupe de 2 ou 3, pendant 6 mois, passer du temps dans le quartier et pouvoir proposer eux se questionner sur leur rôle d'architecte déjà, et ensuite pouvoir fournir un soutien, même si c'est perfectible, on essaie de les suivre au maximum, mais on ne peut pas être partout. On a ces étudiants-là dans la constitution de contre-projet avec les gens, notamment à travers leurs enseignants qui sont aussi des membres de l'association. Et sinon, en fait, nous, quand on s'engage dans vraiment une démarche où c'est nous qui allons avec ça arrive à peu près 1 à 2 fois par an, on ne peut pas en engager beaucoup plus par rapport à nos moyens. Mais on mobilise une équipe et on se dit, vas-y, on y va en fait une semaine à fond. Généralement, ça intervient avant au moins 1 an de travail de fond dans le quartier où on a des réunions toutes les semaines, tous les mois, pour bien se connaître, comprendre où on a des projets, comprendre un peu se connaître aussi, se faire confiance un peu les uns les autres. Et pour nous, c'est un gros truc qui manque dans l'urbanisme aussi aujourd'hui, c'est du temps long. En même temps, il y a des échéances toujours très rapides. Et il n'y a pas de confiance en fait entre ceux qui ont l'exercice du pouvoir et les habitants. Il y a une méfiance hyper forte. Alors nous, le fait de passer du temps sur place, ça crée aussi une relation de confiance. On s'appuie énormément dessus pour ensuite introduire des gens qui arrivent pour une semaine et qui disent vas-y, en fait, on va réfléchir ensemble, on va trouver des outils. Et donc il y a tout un travail aussi où le temps joue énormément dans la méthode. Et là, c'est sur une semaine, on essaie de dire vas-y, en fait, il y a une petite équipe de 3-4 qui pilote le truc. Généralement, on essaie de mixer plutôt des vieux et des jeunes dans l'assaut. Des gens qui ont beaucoup d'expérience et d'autres aussi où ça contribue. Typiquement, des gens de mon âge qui sont au chômage, qui ont une formation d'urbain ou d'archi, avec des personnes qui ont 30 ans de métier. Et à côté aussi, on fait venir des gens, quoi. Enfin, justement de d'autres quartiers qui vont dire nous, dans notre quartier, on avait fait ça, on a pensé ça, ou ça n'a pas réussi parce que ça. Faire venir des intervenants extérieurs, on a fait venir des Belges une fois, qui avaient monté un community dans le Trust Laval, dont on parlait ce matin, on les avait fait venir dans des quartiers populaires français, par d'ateliers. On essaie de faire venir en fait, différents types de ressources
des fois des trucs sur le bilan carbone. Là, on est allé voir une économiste de la construction aussi pour fournir des arguments. Là, c'était à la Verrière, il y a eu des étudiants qui ont fait un contre-projet Archi. Et du coup, on a voulu chiffrer. Et en fait, ça coûte 20 millions moins que le projet de la mairie. Et derrière, on a fait le truc écologique, 31 000 tonnes de CO2 économisées. Et là, on a fait venir aussi ce qu'on appelle un ethno-comptable, qui va passer un mois dans le quartier. Et le but, c'est à partir d'une étude d'ethnologie, en fait, de passer du temps avec les gens, tout ça, quantifier économiquement. Ça s'appelle SCOPE, quoi, les solidarités et l'entraide dans le quartier. Et en fait, on essaye d'avoir un maximum d'arguments, du coup, en joignant un peu les uns et les autres, pour les opposer en fait à la mairie et faire un tintouin médiatique derrière. Mais c'est un travail qui a été engagé en fait avec la Verrière. Les premiers contacts, c'était en 2016. Ensuite, 2019, on est allé à peu près une fois par mois. Et depuis la fin 2020, c'est une fois par semaine. Et donc là, il y a tout ce travail-là qui s'est fait en 2021. Mais c'est des trucs en fait qui se font de manière très longue, quoi. Après, tous les projets sont pas comme ça, dépend de... Ça dépend, mais Fresnes 2016 oui. Aujourd'hui, enfin, il y en a beaucoup aussi où le Framboisin, ça a mis de 3 ans. Enfin, on passe. La construction de la. Ça. Quand on envoie des fois les étudiants aussi, ils envoient un peu en mode explorateur. Vas-y, en fait, il y a un collectif qui mobilise maintenant, ils ont besoin de. Ils disent qu'ils en ont besoin maintenant, vas-y, en fait, s'il y a un truc, ça marche bien, alors en fait, nous, on va pouvoir continuer derrière et s'appuyer sur ce qu'ils ont fait. Et en mobilisant peut-être d'autres ressources et tout, et derrière c'est aussi un peu ça. Donc il y a des phases, ouais. Mais la question du temps, on ne l'a pas tous, et les habitants de quartier les premiers, quoi. Enfin, demain c'est long, quoi, pour reprendre la chanson. Ça me fait penser à la discussion qu'on a eue ce matin, on se questionnait justement sur la place des habitants et on se rendait compte que c'était pas toujours évident parce qu'on a souvent plusieurs casquettes. Donc là on parle de la casquette de locataire, de consommateur, etc. Et je pense que là, ça peut être intéressant d'avoir le retour de Léna et de Clément plutôt sur la casquette acteur, militant aussi. Parce que je vois, toi, c'est des actions directes, donc comment on mobilise aussi les habitants autour de ces actions-là. Et je pense que pour l'entente commun, il y aura aussi tout un retour sur le processus d'enquête qui peut être intéressant de faire juste après Léna, si ça te va. C'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est que là, depuis 2 ans, on a commencé à répertorier avec Reporter tous les collectifs en lutte sur des questions de lutte locale écolo. Et là, on est arrivé au chiffre de 373 luttes ce mois-ci. Et en fait, il y a des personnes qui sont mobilisées dans toutes les villes de France sur ces questions-là. Et je pense qu'en effet, ça a beaucoup de sens pour les gens de reprendre du pouvoir localement dans les territoires où ils habitent. Et là, au sein des soulèvements de la Terre, c'est vrai que nos saisons, en fait, elles sont pensées... là, on est à la saison 2. Et elles sont pensées pour mettre en avant justement des luttes locales qui auraient besoin d'un coup de pouce au niveau national, que ce soit au niveau médiatique ou parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un nombre critique de militants. Parce que bon, c'est vrai que voilà, mobiliser à Nantes, on l'a bien vu dans le 44, les luttes locales, souvent ça marche super bien. Là, il y a encore... il y a Amazon qui ne pourra pas s'installer à Montbert au sud de Nantes, Notre-Dame-de-Lande, etc. Mais typiquement, l'année dernière, on est allé près du Puy-en-Velay parce qu'il y a un énorme contournement routier qui va se faire et qui va détruire des dizaines d'hectares de terres agricoles. Et là, ça avait vraiment du sens qu'on vienne de toute la France pour les soutenir. Et je sais pas trop comment rebondir sur ta question, je sais pas exactement comment mobiliser, en tout cas on essaie de mettre en place des réseaux d'entraide au niveau national. Et après, en tout cas, s'il y a besoin de rebondir sur la complémentarité des tactiques au niveau local, typiquement, je pense que vous faites avec la Chambre d'agriculture basque, je trouve ça hyper intelligent d'être à la fois dans les institutions et de ne pas hésiter à occuper pendant 120 jours des terres lorsque cela est nécessaire. Je pense que nous, on est tout à fait dans cette dynamique-là au niveau des soulèvements de la Terre aussi, en tout cas. Merci Léna. Je laisse la parole à Clément. Merci. Oui, c'est vrai que des fois on regarde, on a l'impression d'une puissance du Pays Basque, il y a plein de choses dont on s'inspire aussi qui viennent de là-bas.
Et nous, c'est vrai que notre point de départ, comme tu posais la question, c'était des enquêtes habitantes. Enfin, on en a un peu parlé ce matin, je pense qu'on va en parler à la table de ronde suivante, donc je vais pas détailler, mais c'est vrai qu'on est parti en fait d'une mobilisation où on s'est concentré sur un peu les besoins du quotidien des gens. Ça présente plusieurs avantages, et notamment le fait que tout le monde puisse en parler, parce qu'en fait, sans saisir, tout le monde a besoin de manger, de se déplacer, de se loger, etc. Et en fait, on est aussi parti de ça. C'était aussi une volonté de rendre ce discours très appropriable, et du fait qu'on puisse faire venir tout le monde en parlant de choses concrètes du quotidien. Et à partir de là, en fait, on a développé un peu des idées qui étaient comment s'approprier chacune de ces questions, comment ouvrir ça, et j'ai l'impression que on a suivi plusieurs voies, et en fait ce qu'on est en train de faire un peu, c'est d'essayer de réinventer des sortes de services publics locaux, mais sous la forme de communs. Mais finalement c'est un peu les embryons de communs économiques qui peuvent servir à une appropriation collective. Et dans la façon de faire ça, c'est vrai que nous on commence par développer un embryon, et ensuite l'idée c'est de permettre aux gens de se dire ah oui c'est possible, et je peux aller vers ça, et on peut créer aussi d'autres communs qui en fait gravitent un peu autour de ça. C'est un peu notre idée par exemple avec Énergie de Nantes. On a inscrit tout de suite dans le projet l'idée qu'il y ait des communautés de quartier qui puissent se créer autour de cette communauté d'intérêt énergétique, pour qu'il y ait aussi des choses qui se fassent presque à l'échelle micro-locale. C'est un fournisseur qui a une vocation à être sur le pays nantais, donc une partie du département de Loire-Atlantique, et l'idée c'est que aussi dans chaque commune ou quartier, ils puissent se créer des petites communautés qui puissent développer leur propre politique énergétique en fait à l'échelon hyper local. Et en fait on a suivi aussi à un moment un peu 4 voies, j'ai l'impression, pour essayer de construire ces communs économiques. La première, c'est un peu la question d'un libre accès à l'usage, avec potentiellement la gratuité, donc de réclamer aussi peut-être la gratuité sur des besoins fondamentaux, ou en tout cas un libre accès, ou un accès qui ne soit pas régulé par des rapports marchands. Donc ça peut être les premiers kilowattheures d'énergie dont on a tous besoin, ça peut être comment on peut en fait répondre par nous-mêmes aussi à des besoins fondamentaux sans forcément passer par des mécanismes de marché. La deuxième question, c'est de travailler sur l'autonomie locale, parce qu'en fait, et l'autonomie à plusieurs échelles, parce que si on n'arrive pas à produire suffisamment localement et à réduire aussi notre consommation pour équilibrer production et consommation, on ne peut pas avoir une forme de souveraineté politique ou une réappropriation politique qui soit suffisante pour qu'on ait la main. En fait, on est toujours en train de dépendre d'autres choses, et alors si on dépend d'autres gens qui font à peu près la même chose ailleurs et avec lesquels on échange. Par exemple, j'ai goûté le café du Chiapas au café du Chapeau Rouge. Voilà, disons qu'il y a un sens aussi politique d'avoir des échanges avec d'autres gens, mais en tout cas de pas dépendre pour dépendre aussi de plein de choses qui viennent de l'autre bout du monde, ou en tout cas qui sont passées par 1 million d'intermédiaires, qui fait qu'à chaque fois il y a cette dépossession qui est ressentie aussi par tout le monde. Et le troisième axe, je dirais que c'est un peu l'appropriabilité, c'est comment on fait des choses qui soient appropriables, qui soient conviviales, au sens où en fait on puisse agir dessus et comprendre. C'est que ça implique un certain choix technique et technologique dans ce qui est produit, dans ce qu'on développe, que ce soit sur l'alimentation, sur l'énergie par exemple. Une centrale nucléaire, c'est un peu difficile d'en faire un commun, c'est-à-dire de la gérer en commun, que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne. C'est aussi pour nous des technologies qui sont créatrices d'une certaine élite. Et qui vont bien avec un système centralisé où il y a des polytechniciens qui maîtrisent le truc et qui en fait dirigent des techniciens, etc. Et donc en fait, nous, simples citoyens basiques, on nous dit « Ouh là là, c'est beaucoup trop compliqué pour vous, non, vous avez vu, il y a des centrales qui explosent, qui ont des problèmes, mais c'est parce que vous ne comprenez rien, vous inquiétez pas. » Et donc il y a cette logique qui vient du choix technique qui est à faire aussi, et de se dire en fait quels outils on peut considérer comme suffisamment appropriables pour un enjeu aussi démocratique, de se dire en fait on a la maîtrise dessus. Et ça on l'a travaillé aussi dans les enquêtes en faisant venir des experts entre guillemets, mais qui se mettent au service des habitantes et des habitants pour venir partager leur savoir, leur connaissance, et montrer et ouvrir un peu les boîtes noires
ce qu'on appelle les boîtes noires du savoir qui justifient en fait une forme de hiérarchie qui est parfois repose sur pas grand chose, puisqu'en fait souvent en 1 heure de temps, 1h30, 2 heures, une soirée passée avec quelqu'un qui vient expliquer un peu son métier, sa connaissance, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, et que les gens qui arrivaient et qui connaissaient absolument rien se découvrent à me dire ah ouais mais en fait je comprends le truc comment ça marche là. C'est pas le bout du chemin, mais en tout cas ça permet aussi d'avoir un avis construit sur une question. Et la 4e voie c'est les communs. Et du coup, ce poste, pour réagir à ce que c'est donné tout à l'heure sur la question de l'outil de production, c'est vrai que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Effectivement, lancer un fournisseur d'énergie, l'idée c'est de développer des outils, des moyens de production d'énergie, mais une de nos idées c'est aussi d'avoir des outils de production divers et variés. On a un projet qu'on n'a pas encore réalisé de fait, mais qui sont de créer des sortes d'ateliers communaux, c'est-à-dire des lieux d'appropriation matérielle où on puisse répondre par nous-mêmes à nos besoins en partageant les outils de production qui soient en libre accès, ou en tout cas qui soient gérés collectivement. Donc ça c'est une des pistes fondamentales qu'on porte et que j'aimerais bien voir se réaliser dans les années à venir. J'ai pas trop de doutes là-dessus, c'est juste qu'on procède étape par étape, mais en tout cas c'est un axe fort de se dire aussi qu'en fait il y a certains, en partant de nos besoins concrets, on peut savoir ce dont on a besoin de produire, et là, ce dont on a besoin de produire, est-ce qu'on est capable de le produire en commun le plus possible localement, le plus possible de façon écologique et de façon appropriable, sans recréer une sorte de hiérarchie et d'accaparement du savoir par les élites. On vous a aussi invité ce soir pour parler révolution. Ça me semble important. Et j'aimerais avoir votre avis sur, pour vous, quelle doit être la place, ou quelle place vous imaginez que les femmes devraient prendre dans la révolution. On sait globalement, enfin en tout cas je pense qu'ici on le sait, que les femmes sont les premières victimes du système dans lequel on vit, les premières victimes dans le système capitaliste patriarcal, que c'est aussi les premières qui se sont fait, même dans l'histoire de la naissance du capitalisme, c'était les premières victimes, notamment parce qu'on leur a enlevé leurs moyens de subsistance, souvent les savoir-faire qu'elles avaient acquis étaient dévalorisés par rapport aux savoirs qui étaient développés par les hommes. Je fais notamment référence à toute l'histoire autour des sorcières, ou le mouvement de la destruction des communaux, par exemple en Angleterre. Bref, les femmes sont les premières victimes du système capitaliste, et depuis que le capitalisme existe. Et du coup, peut-être qu'elles doivent avoir une part particulière. Écoute, déjà, on est la moitié de l'humanité, voire un peu plus, je ne sais pas où sont les chiffres, mais ma place, déjà, la mienne. Tu vois, moi, je l'ai prise, ma place, en allant là où on ne m'attendait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu un besoin d'occuper l'espace public. Donc, je suis membre du collectif IDEL, et membre fondatrice du collectif IDEL. Et IDEL, c'est un collectif de femmes dans un quartier populaire, et on a décidé de travailler sur l'espace public, la réappropriation des espaces publics. À un moment donné, on avait une rénovation urbaine. Et donc, il y avait d'ailleurs plein de problématiques. Il faut savoir que dans un quartier populaire, vous êtes déjà cantonné souvent par catégorie, et souvent c'est des catégories familiales. Donc vous avez la catégorie des mamans, vous avez les filles, les jeunes filles, puis vous avez les papas, et puis après vous avez les seniors, les grands frères. Voilà, c'est déjà une façon de vous invisibiliser socialement et politiquement. Donc moi, mon investissement, il a été à un moment donné d'exercer ma citoyenneté, et de l'exercer en disant que j'étais là. Et que c'était juste pas possible de faire sans moi. Pas toute seule, hein, avec d'autres, mais de dire, voilà, j'ai ma voix et je veux la porter. Et vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Et c'était un processus qu'on a mis en place avec plusieurs de mes camarades sur Malakoff, et c'était déjà une façon
voilà, de ne pas rester à sa place. C'est ça, souvent les injonctions font qu'il faut que vous restiez à votre place. Alors, il faut rester à votre place parce que vous êtes une femme déjà, et puis il faut rester à votre place parce que vous y comprenez rien en tant qu'habitant d'un quartier populaire, vous comprenez la rénovation urbaine. Voilà, c'est beaucoup de gens qui y réfléchissent sans vous demander votre avis, et voilà, c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin de porter ma parole sur l'espace public. Et l'espace public, ça a été une façon justement de porter ma voix sur l'espace public. Effectivement, quelle place et rôle des femmes, mais déjà la question c'est de quelle révolution on parle, parce que, et je pense qu'il y a, du coup, il y a différents niveaux et différents espaces. Déjà se rappeler que les femmes ont joué un rôle dans les processus révolutionnaires souvent clés. Enfin, je vais pas, il y a certainement des plus grands historiens et historiennes qui confirmeront ou infirmeront, mais voilà, dans les processus révolutionnaires, il y a cette idée que c'est des processus de bascule où ce qui soutient la société craque, et en fait souvent ce qui soutient la société c'est les femmes et le travail des femmes, et donc il y a aussi cette dimension stratégique en fait de la place des femmes voilà, dans l'histoire, et y compris dans les démonstrations de à quel point ça ne peut plus continuer comme avant, quand celles sur qui toute la société repose par le travail domestique, par voilà, en fait disent il y en a marre, et vont en manifestation, etc., et mènent voilà, de la Révolution française à la Révolution russe. Donc déjà c'est un fait du coup historique, et des processus d'émancipation que c'est souvent le signal. Et en fait, même sans remonter au siècle passé, je pense que quand on voit dans la période, par exemple, il y a encore quelques mois, quand le monde s'est littéralement arrêté de tourner, de fonctionner, en fait, celles et ceux aussi, mais celles qui ont permis que nous survivions tous et toutes, au moins en France, en Europe et dans un grand nombre de pays, ce sont d'abord celles qui tiennent à bout de bras le système de santé publique, qui sont pour beaucoup des femmes, et celles qui ont participé et permis que la distribution de nourriture se fasse, etc. Et donc déjà, elles tiennent un rôle stratégique, économique, fondamental dans la classe de celles et ceux qui font fonctionner la société. Et donc effectivement, quand la société est dans un point de bascule, la bascule elle vient des femmes dans leur pouvoir économique et social. La question c'est pas tellement le rôle qu'elles peuvent jouer, mais est-ce qu'elles sont en capacité d'en être les porte-parole, d'en être les représentantes, et que ce pouvoir-là ne leur est pas confisqué dans le processus révolutionnaire en termes de visibilité. Je parlais de la période dans laquelle on est encore de la pandémie, mais je pense que vous vous rappelez certainement ces représentations voilà, où l'hôpital, c'est effectivement beaucoup de femmes à tous les niveaux, et ce qu'on voyait pour gérer la crise, soi-disant, qui ne gérait pas du tout, parce qu'en fait c'était sur le terrain que ça se gérait tant bien que mal, c'était les hommes blancs en costard, jusque même à une d'un journal corse, où c'était un merci au masculin pour dire merci les soignants, et en fait on avait complètement invisibilisé les femmes. Donc voilà, la question c'est comment est-ce que dans ces processus révolutionnaires où elles jouent un rôle fondamental dans la bascule, les femmes gardent ce pouvoir et en fait le transforment voilà, en un véritable pouvoir émancipateur, et pour elles-mêmes et pour le reste de la société, parce qu'on sait que c'est aussi à la conjonction de ces conditions-là d'oppression en tant que femme, en tant que personne racisée, etc., que les chaînes qui sont libérées en fait libèrent toute la société, parce qu'on remet en cause justement la hiérarchie de toutes les dominations. Et donc je pense que l'enjeu c'est voilà, comment dans ces processus-là on garde du pouvoir. Et pour en revenir rapidement à ce que tu disais, je crois que c'est un peu la même, moi ce que j'entends c'est le même sentiment en fait, de dire se réapproprier
son identité sociale et en faire une arme pour changer son monde, en tout cas son environnement immédiat. Et donc c'est cet enjeu-là pour moi qui est fondamental, pas tellement la questionnement si est-ce qu'on joue un rôle ou pas, on y est, bien sûr qu'on y est, mais comment est-ce qu'on garde ce pouvoir et on en fait une arme de transformation de la société. Oui. Alors effectivement, en tant qu'historienne, je confirme. Je confirme que historiquement, c'est vrai, hein, les femmes qui étaient traditionnellement exclues des assemblées politiques, des lieux de pouvoir, c'est le cas en 1789, elles sont quand même malgré tout particulièrement actives en fait, comme force justement hein, d'action et de force de bascule. Il ne faut pas oublier quand même que la place qu'on occupe aujourd'hui, nous les femmes dans la société, c'est quand même le fruit de siècles de stéréotypes qui sont difficiles aujourd'hui à dépasser, et il y a un vrai enjeu, il y a une vraie difficulté à s'émanciper de ces postures-là patriarcales, sexistes, et également le fait que les luttes, aujourd'hui, tout ce qui est par exemple de l'ordre de la conquête de notre intimité, les droits sur notre corps, sur nos droits civiques, par exemple ne serait-ce qu'en France, le droit de voter, tout ça c'est le résultat quand même de violences, de luttes, parfois révolutionnaires. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a un autre combat, un combat qui est radical aussi à porter. Alors je ne sais pas si on peut le qualifier de révolutionnaire, je ne suis pas forcément à l'aise avec ce terme-là, parce que parfois on peut attendre le grand soir et puis ça ne vient jamais. Donc il y a quand même des formes d'action collective qui sont à mener et qui sont menées aujourd'hui au quotidien par des femmes. Et à mon avis, ce dernier combat qui fait se rejoindre l'écologie et le féminisme, c'est celui de l'écoféminisme. On n'a pas encore parlé ce soir, mais c'est quand même une dimension qui est extrêmement importante. Par exemple, la maire de Poitiers, en ce moment, elle est à la COP26. Il y a quelques semaines, on a eu le rapport du GIEC qui a été publié, qui montre qu'on est dans une forme d'urgence à vraiment réconcilier le féminisme, l'écologie, parce qu'on sait que d'ailleurs, des recherches sont menées par des scientifiques, les populations les plus vulnérables, en particulier dans les pays du Sud, et parmi ces populations les plus vulnérables, les femmes seront celles les plus impactées négativement par le changement climatique. Et donc c'est vraiment aujourd'hui une urgence de pouvoir à la fois défendre les droits des femmes et en même temps pouvoir lutter contre l'exploitation de la terre, l'exploitation des femmes. Je la mets vraiment en relation avec ces rapports de domination, avec aussi le rapport de domination et de prédation qu'on a vis-à-vis de la terre, de la nature, et ce modèle extractiviste, capitaliste dans lequel on est. Et ça, il faut qu'on arrive à peut-être mener ce combat qui est le plus radical aujourd'hui, je trouve. Et juste un exemple, je ne sais pas si on peut parler de lutte révolutionnaire, mais il y a, comme je vous disais, des femmes qui partout dans le monde aujourd'hui se mobilisent pour ça, pour lutter contre le capitalisme et le patriarcat, et qui permettent aussi d'inventer de nouvelles manières, des alternatives plus solidaires, plus égalitaires, et en même temps un nouveau rapport à la nature. Je voudrais prendre l'exemple, par exemple, de ce qui se fait en Amérique latine, et notamment, Javiera, tu pourras compléter, mais l'exemple en Équateur de Patricia Gualinga, qui est une activiste qui est à la tête d'un collectif de femmes, qui est résolument engagée pour défendre les droits des femmes de l'Amazonie, mais aussi de l'environnement dans cette partie amazonienne qui est historiquement des territoires marginalisés par le pouvoir, par l'État. Et ils ont réussi en 2012 à faire en sorte que la Cour interaméricaine de justice condamne l'État équatorien et a condamné l'État équatorien à verser 1,2 million de dollars de mémoire pour réparer les dommages faits à l'environnement et mettre en place des actions de développement local. Donc ça montre le fait qu'on a bien ces deux luttes qui se rejoignent et qu'on peut arriver à susciter des actions collectives qui renversent ces rapports de domination. Et ces luttes-là, elles sont souvent trop invisibilisées parce qu'elles sont lointaines, elles sont loin de nous, des populations aussi amérindiennes, autochtones, qui sont la plupart du temps marginalisées, et qui peuvent être aussi des sources d'inspiration pour nous, ici, en Europe, en France, pour faire se rejoindre ces deux luttes contre le patriarcat et contre ce modèle capitaliste prédateur, et pouvoir créer ce récit sur des formes d'action collective
qui ont vocation à émanciper les femmes, les hommes évidemment, mais surtout là on parle des femmes, mais en tout cas à pouvoir mettre en place un modèle de société qui soit alternatif et plus égalitaire, plus solidaire. Et voilà, je voulais en parler ce soir parce que ça me paraît intéressant, cette piste voilà, de réflexion à creuser ensemble ce soir. Je vais répondre justement la lutte des peuples latino-américains, notamment la lutte des Chiliens. Du coup, effectivement, je crois que la femme a été dans le cœur de la révolution, effectivement, notamment au Chili. On a eu avant même la révolte sociale de 2019, on a eu déjà des mobilisations énormes des femmes. Par exemple, on met les printemps féministes de 2018, où les femmes se sont mobilisées pour se battre contre la domination patriarcale dans les universités, où effectivement les patriarcats étaient tellement profondément ancrés que la femme n'avait pas sa place. Si déjà c'est précaire ici, la recherche pour les femmes là-bas c'est terrible, mais c'était juste on entend des commentaires complètement déplacés de tes maîtres, de tes profs, et du coup les femmes sont sorties dans la rue et sont mobilisées des centaines de personnes, et on a commencé à créer des petits changements. Là, à l'époque, c'était Piñera, déjà le président, Sébastien Piñera, président de droite et collaborateur de Pinochet à l'époque. Et il a créé une agenda femme qui finalement c'était que du pipeau, parce que ça n'échange pas la base du problème qui est les patriarcats et dans la Constitution. Donc, cette Constitution néolibérale porte les patriarcats dans les épaules. Et du coup, 2019 arrive, octobre 2019, commence cette révolte sociale, et on a commencé à voir la violence policière contre tous les Chiliens, contre tous les manifestants, mais justement contre les femmes, des violences sexuelles. Et là, à partir de là, effectivement, les femmes sont pris une partie fondamentale de cette révolution, et sont sorties dans la rue, sont pris l'espace public, sont fait la révolution complète. Et on a mobilisé des femmes pour faire l'artésis, par exemple, la performance En violeur sur ton chemin, qui a été finalement chantée au Chili, partout, en Amérique latine, en France, en Turquie, parce que c'est quelque chose qui touche à tout le monde, à toutes les femmes, finalement. On voit que les combats est exactement le même partout. Et on voit les femmes qui se mobilisent en 2020, mars 2020. Il y a plus d'un million de femmes qui sont dans l'espace public en train de manifester, juste à Santiago. Juste à Santiago, plus d'un million de femmes en train de manifester, et des centaines de milliers dans 45 villes de Chili. Du coup, on voit que les femmes, par exemple, quand je parlais d'avoir cette peur de prendre l'espace public, et moi je vois que mes compas au Chili, ils n'ont plus cette peur, et ils l'ont pris. Et effectivement, beaucoup d'entre elles, 192 selon l'Institut national des droits de l'homme, se sont fait violenter par les forces de l'ordre. Mais malgré ça, ils sont sortis, ils ont continué de se battre. C'est finalement la pandémie qui a réussi à les faire rentrer de retour à leur foyer. Ce qui voulait finalement Piñera avec toutes ces mesures des forces contre les manifestants. Mais c'était tellement important, du coup, ce mouvement des femmes, qu'on a réussi à que les processus constituants, donc la rédaction de la nouvelle constitution chilienne, soit paritaire. Donc l'équipe est paritaire, c'est quelque chose d'impressionnant dans le monde d'ailleurs, et que la présidente de cette convention constituante soit une femme, Elisa Loncón, et qui soit mapuche, donc issue d'un peuple du sud de Chili et du sud de l'Argentine qui a souffert des injustices, des violations des droits de l'homme depuis la colonie, depuis l'arrivée des Espagnols que ça a commencé la lutte. Ils continuent aujourd'hui à se battre. Du coup, c'est magnifique, justement, comme tu parlais des peuples originaires,
Je pense que pour tous les peuples originaires de l'Amérique latine, et pour les femmes qui pendant des années ont été mises à l'écart dans leur combat, alors qu'elles portent la communauté, elles portent les villages, elles portent la parole, et ben là on a une représentante femme mapuche qui rédige avec des camarades la nouvelle constitution. Je pense du coup que oui, les femmes ont une place particulière dans la révolution, et oui, la révolution sera féministe ou ne peut pas être, parce qu'on ne peut plus continuer avec un système patriarcal. On n'est plus là.